Et c'est parti pour un workshop où on va à présent parler de la sécurité de vos données précisément. Peut-on les protéger à 100% ? Et surtout, quelles solutions peut-on mettre en place pour s'assurer de ne pas perdre des données si jamais la sécurité venait à faire défaut ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être à présent avec Stéphane Berthaud, directeur technique France chez Veeam. Bonjour Stéphane Berthaud. Bonjour. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On parle de données. Données, ce sont justement des éléments essentiels de l'activité d'une entreprise aujourd'hui, d'une activité numérique, encore plus quand on est à distance, puisqu'on génère encore plus de données. Est-ce qu'on peut protéger ces données à 100%, Stéphane Berthaud ? La question piège dès le début. Alors, question piège dès le début, tout dépend de l'angle sous lequel on regarde. Est-ce qu'on peut protéger ces données, c'est-à-dire être certain d'en avoir toujours une copie disponible ? La réponse à cette question, c'est oui. Il y a des technologies qui existent, elles ne sont pas spécialement révolutionnaires, mais donc il y a le moyen effectivement d'avoir toujours cette possibilité de conserver une copie des données utilisable quand on va en avoir besoin. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut protéger l'accès à ces données ? Est-ce qu'on peut protéger la non-intrusion dans un système d'information, le vol de données ? Évidemment, le ransomware, c'est la première chose à laquelle tout le monde pense. Bien sûr, oui, parce qu'on en a connu un certain nombre là, sur la... On en a connu beaucoup, on en connaîtra d'autres. C'est clairement quelque chose qui est là pour durer, ce n'est pas un épiphénomène. Je crois que c'est l'activité criminelle qui maintenant génère le plus de revenus devant le trafic de drogue. Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Surtout que c'est beaucoup moins dangereux que le trafic de drogue. Oui, effectivement. Donc, clairement, la réponse à cette deuxième question, est-ce qu'on peut protéger l'accès à ces données ? Est-ce qu'on peut les rendre absolument inaccessibles ? Je pense que là, malheureusement, la réponse est non à l'heure actuelle. Je ne sais pas si dans l'avenir, on pourra vraiment garantir une étanchéité totale. Mais comme toutes les forteresses construites dans l'histoire, il y a toujours une porte dérobée, il y a toujours un passage, il y a toujours quelqu'un qui va laisser une porte ouverte, une faille, une ouverture dans le grillage. Donc ça, cette question-là, malheureusement, la réponse est non. On est susceptible à un moment ou à un autre de voir quelqu'un pénétrer dans le système d'information, pénétrer au cœur des données d'entreprise et en faire après un certain nombre de choses plus ou moins dangereuses. Donc deux grands enjeux pour les entreprises, protéger l'accès aux données et surtout s'assurer qu'on peut récupérer ces données si jamais il y a le moindre souci. Aujourd'hui, avec le télétravail, les entreprises font de plus en plus appel à des solutions qui font appel elles-mêmes à une technologie qui s'appelle la technologie cloud. Je rappelle des choses parfois un peu basiques pour les gens qui nous suivent, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, le simple fait de passer par une solution qui passe par une technologie cloud garantit le fait que les données, à partir du moment où elles sont dans ces solutions-là, c'est bon, c'est réglé, elles sont de fait accessibles et le seront quoi qu'il arrive ? Alors, autre très bonne question, parce qu'effectivement, ça recouvre deux aspects qu'on a souvent tendance à mélanger ou en tout cas à confondre. Les grands cloud providers, on en a eu un exemple avec Microsoft juste avant, effectivement, sont des spécialistes aussi du data center, ont des infrastructures massives avec des technologies éprouvées qu'ils utilisent depuis des décennies. Donc évidemment, c'est probablement les meilleurs pour héberger des données et pour garantir ce qu'on appelle la résilience de l'accès à ces données. Et c'est ce sur quoi ils fournissent un service et un engagement. La sécurité d'accès à ces différents clouds, les méthodes d'authentification, le fait que si le serveur sur lequel tourne l'application X ou Y tombe, ça redémarre aussitôt sur le serveur d'à côté, c'est transparent. Le data center tombe, ça redémarre dans un autre data center, dans une autre région. Donc cette capacité de résilience, vraiment de always on, comme on pourrait l'appeler, elle existe, elle est fournie par les grands fournisseurs de cloud et c'est une réalité. Donc de ce côté-là, pas de problème. Il y a un autre sujet, par contre, qui est effectivement la responsabilité de la conservation des données qu'on va y mettre. D'accord. Et là, c'est un peu plus complexe. C'est deux sujets différents. Le simple fait la résilience, c'est pas forcément la conservation. Exactement. Et ce qui est garanti vraiment à 100%, c'est la résilience. Les mécanismes sont là, failover, etc. Par contre, effectivement, la conservation des données, c'est de la responsabilité du propriétaire de ces données. Le propriétaire de ces données, ça reste le client, l'utilisateur final. C'est le cas d'ailleurs d'un point de vue réglementaire aussi, si on regarde la RGPD. Donc, les fournisseurs de cloud ne sont que des sous-traitants au sens RGPD de ces données. Donc, on doit s'assurer de mettre en place, mettre en œuvre les mécanismes pour conserver ces données. Et il faut effectivement que le sous-traitant fournisse des mécanismes, s'ils existent. Le problème du cloud, et c'est un petit peu le sujet de la discussion là, c'est que
il n'y a pas de problème du cloud en soi, mais le point d'attention. Le point d'attention, on va dire, c'est que le cloud donc, fournit ces mécanismes de résilience, fournit éventuellement des mécanismes de rétention de la donnée dans le temps. D'accord. Et donc, on va pouvoir appliquer des règles en disant ces données-là, je ne veux pas qu'elles soient supprimées, même si quelqu'un les supprime, je veux les conserver pendant 1 an, 5 ans, etc. Et en fait, c'est là où on confond aussi, effectivement, la rétention et la copie de secours, la sauvegarde en bon français, le backup, qui est une copie des données à un instant T, conservées dans le temps, indépendante des données sources. Le problème de ce qu'on va mettre dans le cloud, il y a énormément de mécanismes proposés par les fournisseurs de cloud qui sont des mécanismes de rétention. Ils disent cette donnée, je veux pouvoir la conserver pendant 10 ans par exemple. Et donc ça fonctionne très bien sur la base de politiques de conservation. Le problème c'est que ça reste la donnée originale. Donc si on fait une fausse manipulation, en mettant en place même la politique elle-même qui est censée conserver les données. Si j'applique la mauvaise politique au mauvais endroit, je risque d'effacer des données involontairement. Je peux aussi avoir des cas de malveillance de la part d'un administrateur, on l'a vu dans certains cas. C'est très souvent à l'origine de tout ça, de toutes ces pertes de données, il y a souvent une défaillance humaine. Il peut y avoir des problèmes techniques aussi, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, on a juste une version originale de sa donnée. C'est la donnée de production, c'est la donnée qui est là. C'est la donnée originale, c'est pas la donnée sur laquelle on a travaillé. Exactement. Alors, on peut décider qu'on va garder X version de tel document, mais tout s'appuie toujours sur la donnée d'origine. Un backup, une sauvegarde, c'est une copie de secours indépendante. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tous les matins, j'ai un antivol acheté récemment, très bel antivol, très résistant, qui m'est fourni avec un jeu de clés. Les 2 clés sont attachées ensemble par un anneau et j'ai toujours pas séparé les 2 clés. Donc en fait, vous perdez les clés. Je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Et effectivement, le principe des œufs dans le même panier, enfin, il y a plein d'expressions pour décrire ça, mais si effectivement tout repose au même endroit, ou la clé du coffre-fort de secours, on enferme un coffre-fort. Si jamais les données sont attaquées et que la sauvegarde se retrouve au même endroit que là où se trouvent les données, la sauvegarde est attaquée et vous ne pouvez plus faire redémarrer votre activité. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, j'imagine que certains des gens qui nous suivent en sont conscients, mais c'est important de faire cette distinction. Vous nous avez dit, il y a résilience, rétention, sauvegarde. En fait, c'est 3 choses différentes. Complètement. C'est pas parce que j'ai accès à mes données partout dans le monde que je pourrais forcément relancer l'activité de mon entreprise le jour où j'ai une attaque, par exemple, puisque on fait pas appel au même fonctionnement. Tout dépend du type d'attaque. Mais effectivement, si c'est une attaque qui va donc s'attaquer aux données, soit en les chiffrant avec du ransomware, on voit que le ransomware existe maintenant aussi dans les environnements SaaS, également pour M365, malheureusement. Donc aucun environnement n'est épargné. Et effectivement, si cette attaque concerne les données, qu'elles soient chiffrées, effacées, volontairement ou pas, dans ces cas-là, effectivement, le seul moyen d'avoir la garantie qu'on puisse repartir, c'est d'avoir une copie indépendante de ces données. Et alors cette copie, du coup, on ne peut pas se dire que sous prétexte qu'un certain nombre de nos données sont dans le cloud, ça suffit pour redémarrer l'activité. Il faut prendre en considération et se protéger, ou en tout cas anticiper un éventuel arrêt d'activité et à le gérer au sein même de l'entreprise en fait. Alors oui, puisque effectivement, même si les infrastructures sont résilientes, s'il manque les données pour les faire fonctionner, la base de données, la base client, etc., on peut avoir tous les systèmes démarrés, effectivement, l'activité ne repartira pas. Donc il faut, en fait, c'est tout le but de la sauvegarde, c'est d'avoir une copie historique de la donnée. Un historique, c'est une donnée à un point dans le temps antérieur, avant le chiffrement, avant l'effacement. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les entreprises, la majorité des entreprises ont des plans de reprise d'activité. Ça existe depuis 30, 40 ans, pour les banques, pour tout le monde. Et en fait, ces plans de reprise d'activité se sont focalisés sur la reprise après un sinistre, qui soit industriel, qui soit une catastrophe naturelle, inondation, incendie, etc., etc. Et donc, elles se sont focalisées justement pour avoir le moins de pertes de données possible, donc avec des sites distants où les données sont répliquées en temps réel, voire qui sont actifs, c'est-à-dire qu'un site tombe, on ne s'en rend même pas compte, ça continue à tourner. Ça, c'est parfait. Dans le cas d'un chiffrement ransomware, par exemple, ou d'un effacement, le principe de la réplication étant de répliquer, ça va répliquer les données, le chiffrement, à l'identique des 2 côtés. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un historique des versions des données pour pouvoir revenir dans le temps. Et ça, c'est quelque chose pour lesquels les plans de reprise d'activité n'ont pas été adoptés à ce contexte.
Donc, comment on fait alors pour protéger concrètement? Donc en fait, on met en place une solution qui va faire des sauvegardes quoi, toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours. Bon, après, j'imagine que ça dépend de la stratégie un petit peu de l'entreprise. Ça dépend de la stratégie, des contraintes réglementaires, de ce qu'on veut faire. Ça, évidemment, ça a un coût, marrant, bien évidemment. Il y a un commentaire sur le sujet, mais on en parlera après. Bon, de toute façon, alors après, on peut décider que dans l'entreprise, certaines données ne sont pas critiques et on peut accepter de les perdre, et ça, c'est tout à fait entendable, bien entendu. Après, il y a aussi un certain nombre de données qui, elles, sont critiques et ne doivent absolument pas être perdues, ne serait-ce que d'un point de vue, justement, de certaines réglementations. Donc là-dessus, effectivement, c'est aussi à l'utilisateur final de faire cette classification pour savoir là où il faut effectivement investir. Mais effectivement, à partir du moment où on a des données qui sont critiques et qu'on ne peut pas se permettre de perdre, il va falloir mettre en place une copie avec une certaine fréquence, mais on n'a pas forcément besoin. Il y a une perte de données admissible sur ce type de données. La résilience fait que si un système tombe, il redémarre aussitôt, on n'a perdu quasiment aucune donnée. Par contre, effectivement, encore une fois, dans le cas d'un chiffrement, on va vouloir revenir au point antérieur avant le chiffrement, avant le malware. Et donc, effectivement, il faut à la fois choisir une certaine fréquence, mais en général, c'est une fréquence quotidienne, très souvent. Pour la majorité des utilisateurs et des entreprises, c'est suffisant pour ce cas de figure-là. Et donc, on va garder ensuite un certain nombre d'exemplaires. Ça peut être 30 points, 30 images quotidiennes gardées sur un mois. Et puis après, peut-être qu'on va garder une image annuelle. Enfin, ça, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. Mais effectivement, une copie figée dans le temps, qui représente l'état des données à un instant T, et qu'on va garder pendant un certain temps, encore une fois, dans un environnement distinct. Ça peut être le cloud, ça peut être effectivement un autre cloud. Le tout est que ce ne soit pas sur les mêmes systèmes que les données originales. Pour éviter, comme vous le disiez tout à l'heure, que les deux soient compromis par l'attaque originale. Comment on met ça en place au niveau de l'entreprise? Du coup, déjà, ces sauvegardes de manière régulière, et puis ensuite, on pourra parler peut-être rapidement du PRA avec peut-être un petit mot de les sources de menaces, entre guillemets. Mais tout d'abord, comment on met en place la sauvegarde? Alors, la mise en place, elle n'est pas spécifiquement exotique, puisque toutes les entreprises ont déjà des mécanismes de sauvegarde existants. Que ce soit la messagerie, on parlait de O365 qui est utilisé notamment pour sa partie Exchange Online, messagerie, mais évidemment messagerie instantanée et autres. SharePoint, c'est aussi quelque chose qu'on retrouvait dans les data centers des clients. Donc les mécanismes de sauvegarde de ces applications étaient déjà utilisés chez les clients qui avaient une infrastructure permettant d'héberger les données de secours et de les remettre à leur emplacement d'origine, de les restaurer en cas de besoin. Donc, il n'y a rien de très différent à ça. Au final, les emplacements deviennent multiples, plus hétérogènes. On peut imaginer avoir des plans de secours d'un cloud à un autre, de son data center pour redémarrer dans le cloud, du cloud en redémarrant dans son data center ou vers un acteur service provider local, par exemple. Donc, tout est possible en termes de capacité. Il faut effectivement que l'entreprise décide en fonction de ses coûts, de ses contraintes. C'est ce que j'allais dire. Donc là, du coup, ce qui va faire en sorte qu'on va prendre telle ou telle décision, c'est quoi? C'est l'activité de l'entreprise, c'est la taille de l'entreprise, c'est une religion ou une autre sur des solutions du DSI? Alors oui, tout à fait. En fait, il faut que la solution de protection de données s'adapte effectivement soit effectivement à la culture de l'entreprise, à ses contraintes réglementaires, éventuellement à son métier. On peut avoir des contraintes complètement différentes. L'important étant qu'on soit capable systématiquement de produire une copie indépendante de sauvegarde qu'on va garder pendant le temps nécessaire. Donc qu'on fasse des données de production en data center et qu'on veut utiliser le cloud juste comme un espace de secours, ce qui évite de construire une deuxième salle, d'être chez un hébergeur, ce qu'on a fait pendant très longtemps, c'est une nouvelle possibilité très intéressante justement pour les plans de reprise d'activité. À l'inverse, on a de plus en plus de workloads qui tournent dans des plateformes IaaS, Azure par exemple, EC2, et dont on va vouloir assurer la protection parce que ce sont des systèmes de production dont on veut conserver une copie des données au cas où, même des plateformes PaaS, que ce soit du SQL, que ce soit du RDS, peu importe, ces données, il faut en avoir une copie, et ces copies peuvent très bien être dans le data center pour un redémarrage depuis le data center du client ou depuis un autre cloud. Et donc vous nous dites qu'on peut quand même stocker dans le cloud, simplement, il ne faut pas que ce soit le même. Exactement. On peut être à 100% dans le cloud. L'important, c'est effectivement de garder ce concept d'avoir une copie de secours. D'accord. Alors, idéalement, on parle de la règle du 3-2-1 qui fait bondir parfois quand on n'est pas habitué. La règle du 3-2-1, ce qu'elle dit, c'est que pour pallier à tous les scénarios de perte de données possibles, il faut avoir 3 jeux de données
Donc la donnée originale, 2 copies. Donc 2 copies dans 2 endroits différents. Sur 2 médias différents, dont l'un est hors site, ce qu'on appelle hors site. Alors si on prend le cloud comme source de ces données, le hors site, ça va être dans un autre cloud ou dans son data center. Mais l'important, c'est ces 2 copies de données, dont l'une va se trouver dans un environnement différent. On a Philippe qui nous fait des petits dessins tout au long de la journée, un peu sur les grands sujets qui sont évoqués. Donc là, ne pas mettre tout au même endroit. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ici, moi pas forcément, une histoire de stratégie. Donc on voit une forteresse avec un certain nombre de choses. On voit le cloud, représenté effectivement par un nuage. Il y a une question qu'on peut se poser sur la situation actuelle. On est quand même dans un événement qui se pose la question du modern workplace. Vous nous parlez donc du coup de cette nécessité finalement de faire des sauvegardes pour pouvoir assurer une continuité d'activité. En fait, on est un peu sur le même enjeu. Quand on a été confiné en mars 2020, la première question que se posait l'entreprise, c'est comment assurer la continuité de l'activité. Bon, là, la question, c'était le télétravail ou autre. Là, la question est la même, c'est comment assurer la continuité de l'activité, mais avec la sauvegarde. Est-ce que le fait que les entreprises soient et leurs équipes plus éclatées, qu'il y en ait qui travaillent en mobilité, d'autres qui travaillent chez eux, d'autres qui travaillent au bureau, ça va changer peut-être la façon de faire la sauvegarde et surtout la façon de reprendre l'activité, le PRA? Alors, effectivement, ça impose de se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire que le fait que les collaborateurs soient retrouvés chez eux avec soit des ordinateurs fournis par l'entreprise, soit leur ordinateur personnel dans certains cas, fait que des données qui peuvent être importantes, avoir de la valeur, sont retrouvées un petit peu éparpillées. Donc ça, c'est un premier risque. Oui, qui du coup ne sont pas forcément sauvegardés non plus. Qui ne sont pas forcément sauvegardés puisqu'on n'est pas forcément dans un contexte entreprise avec les mécanismes habituels mis en place. Un autre endroit où se retrouvent beaucoup de données depuis un an maintenant, c'est notamment, on en parlait tout à l'heure, Teams. Teams, ça a été beaucoup utilisé pendant le confinement. On a tendance à se transférer beaucoup plus de documents et de choses comme ça. Et donc, les données qui sont dans Teams peuvent, pour certaines entreprises, devenir des données critiques à protéger. Bien sûr. Pour lesquelles il faut être capable d'avoir une sauvegarde, une conservation. Et donc ça, c'est effectivement plus de données, plus éparpillées à protéger. Alors, c'est une question à se poser. En fonction de ce que met en place l'entreprise, ce n'est pas forcément une nécessité, mais c'est une question à se poser. Et puis, évidemment, ça a été beaucoup dit, et là, on est plus dans un aspect sécurité frontale, c'est que tous ces postes de travail, tous ces endpoints augmentent la surface d'attaque des entreprises, qu'on se retrouve avec beaucoup de collaborateurs qui sont chez eux, sur des réseaux beaucoup moins bien protégés, qui peuvent être une porte d'entrée plus facile pour des gens mal intentionnés et des hackers. Plus de données à plus d'endroits, donc plus de sauvegarde. Est-ce que c'est pas en train de devenir une très grosse source de complexité pour les entreprises et pour les services IT des entreprises surtout? Alors ça peut l'être surtout dans la période qu'on a vécue où les choses se sont faites dans l'urgence un petit peu. Rapidement. Voilà, on n'a pas défini un standard et ensuite mis en place. On a mis en place comme on pouvait et puis on essaye derrière de définir des standards. Donc effectivement, si on essaye d'appliquer un modèle sur cette complexité récente, ça peut effectivement être source de fort maux de tête. Par contre, effectivement, si on arrive à standardiser un petit peu les choses, donc les collaborateurs qui vont utiliser des postes de travail, est-ce qu'ils peuvent ouvrir certaines applications en SaaS? Si toutes les applications de l'entreprise sont en SaaS, a priori, on va protéger les données là où elles se trouvent dans le cloud au niveau de la plateforme SaaS. On n'a pas besoin de les protéger au niveau des postes utilisateurs, par exemple. Donc, c'est une question de politique, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on autorise, ce qu'on n'autorise pas. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on considère comme des données critiques ou pas. Alors, comme vous le savez, on est en direct. Il y a des gens qui peuvent nous poser des questions ou réagir. Là, c'est plus une réaction, c'est pas vraiment une question. Il était 15h06 quand Mohamed a réagi. Donc, on avait commencé à parler. On avait donné la problématique qui était pourquoi et comment protéger ces données, même dans le cloud. Réponse de Mohamed qui nous dit les 2 mots-clés sont RGPD et ISO 27001. J'imagine que c'est des sujets qui reviennent souvent quand on parle de sauvegarde et de cloud. Alors oui, RGPD, oui, c'est assez indirect, mais effectivement, au niveau RGPD, il y a un certain nombre de critères qui font que le propriétaire des données doit mettre en œuvre les moyens de conserver ces données. Donc là, c'est pas forcément en lien avec la reprise d'activité ou le risque d'arrêt d'activité, mais effectivement, c'est la gestion des données. Voilà, ça fait partie des obligations du propriétaire des données. ISO 27001, c'est une norme qui s'applique plutôt au data center, effectivement, donc à savoir ce qu'on met derrière cette norme. Mais elle n'a pas implicitement de critères spécifiques à la conservation, à la rétention des données. Donc c'est effectivement un point extrêmement important, c'est
ces normes permettent d'avoir des guidelines pour mettre en place ce cadre dans lequel on va sécuriser les données, empêcher l'accès, empêcher leur fuite, leur diffusion, parce qu'il y a aussi la question des données personnelles. Oui. Les RGPD, en fait, a vocation à protéger les données personnelles. Donc, c'est pas un standard informatique en soi. Donc, c'est des sujets qui sont assez complexes, clairement. C'est parfois un peu difficile d'y voir clair, y compris pour les entreprises, parfois y compris pour les fournisseurs aussi. Il y a des zones d'ombre dans ces réglementations. Donc, l'important, c'est effectivement la mise en place de mécanismes dont on sait qu'on va garantir cette copie sécurisée secondaire, ce qu'on appelle l'immutabilité également, qui est en fait un mécanisme qui garantit que les données de sauvegarde elles-mêmes ne peuvent pas être chiffrées. Parce que c'est souvent, dans le cas d'une attaque ransomware, la première chose qui est ciblée. La sauvegarde est ciblée dans le cas d'une attaque ransomware. Oui, parce que du coup, ça n'a pas de sens, finalement, de discuter avec la personne qui vous demande une rançon si vous avez la capacité, en fait, à reprendre votre activité dans les 3 minutes, ou voire dans les 2 heures, ou voire dans les 2 jours, mettons. Mais du coup, j'avais une question là-dessus, c'est que finalement, la sauvegarde, il y a cette nécessité de la protéger ou de la dupliquer, vous nous en avez parlé. Et comment est-ce qu'on peut la protéger ? Alors, si je vous veux vraiment du mal et que je veux crever vos pneus de voiture, je vais commencer par crever la roue de secours. Ça ne se verra pas. Si je vais crever vos pneus, vous allez... J'y aurais pas pensé, mais c'est... Ouais, merci. En tout cas, c'est un petit peu l'image qui permet de comprendre que les attaquants, en général, vont commencer par chiffrer les sauvegardes sans que ça se voit trop, parce que c'est des données qui sont plutôt dormantes. Bien sûr, parce qu'on ne va pas forcément les utiliser. Oui, exactement. Et donc, quand l'attaque ransomware se déclenche, alors souvent, c'est après 6 mois de présence dans le réseau, d'ailleurs, hein, donc ça n'est que l'aboutissement, en fait, d'un très long processus. Le premier réflexe, ça va être de se tourner vers ces sauvegardes et on va se rendre compte qu'elles ne sont pas utilisables parce qu'elles-mêmes déjà chiffrées. Donc c'est effectivement un point extrêmement important. On va dire que c'est la dernière roue de secours, la dernière bouée de sauvetage de l'entreprise, justement cette sauvegarde. Donc il faut avoir en amont vérifié qu'on a mis en place un mécanisme qu'on appelle l'immutabilité ou la golden copy, on pourrait l'appeler, enfin voilà, une copie inaltérable des données. Donc c'est, comme je disais, c'est un point dans le temps, un historique de ces données, et on va mettre quelque chose dessus, un mécanisme, ça peut être un mécanisme WORM, donc qui est une norme qui garantit qu'on ne peut pas réécrire, et ça permet de se protéger du ransomware, des malveillances internes, des effacements involontaires. Donc ça, c'est vraiment le premier point à prendre en compte et à vérifier. Donc pas d'erreur humaine, mais en même temps pas de chiffrement sur cette sauvegarde. Normalement. Une autre question qu'on peut se poser, c'est vrai que du coup, on l'a dit en introduction, donc l'évolution des usages avec le télétravail fait qu'on passe par des solutions logicielles dans lesquelles on laisse beaucoup de données. Pour autant, une solution logicielle, il n'y en a pas une. Il y en a 2, 3, 10, 20. Enfin, il y a en tout cas une large offre sur le marché. Est-ce qu'on peut sauvegarder aussi facilement, quelle que soit la solution logicielle quand on est une entreprise ? Et j'irai même plus loin, quand on est DSI d'une entreprise où il y a beaucoup de salariés, donc des métiers qui ont parfois qui ne se sont pas forcément consultés les uns les autres pour l'installation de solutions logicielles, surtout en urgence, comment est-ce qu'on gère la sauvegarde ? Il ne suffit pas d'appuyer à un instant T et de faire un copier-coller de l'intégrité de l'entreprise. Non, effectivement, et il peut y avoir effectivement tendance à multiplier des outils qui vont fonctionner un petit peu en silo. On parlait des clouds tout à l'heure, des cloud providers. Souvent, eux-mêmes fournissent un outil natif de protection. Plus ou moins évolué, en général relativement simple. Mais l'inconvénient de ces outils, c'est qu'ils fonctionnent de façon complètement en silo. Donc il faut gérer une multiplicité d'outils avec des équipes différentes qui vont avoir éventuellement des méthodologies différentes. Et donc c'est très difficile d'appliquer une politique globale d'entreprise de protection de ces données. Et effectivement, l'idéal étant de travailler avec une plateforme qui permet d'adresser à la fois le poste de travail si c'est nécessaire, les environnements cloud, que ce soit IaaS, SaaS ou PaaS, le data center avec à la fois les plateformes soit virtualisées, soit même plus legacy, physique, Unix, etc. Et qui permet d'avoir à la fois la visibilité globale de l'état de protection de ces données, parce que ce qui est important aussi, c'est d'être capable d'avoir cette vue, c'est-à-dire quelles sont mes données qui sont protégées, quelles sont celles qui sont à risque, quelles sont celles qui peuvent être éventuellement manipulées de la mauvaise façon, restaurées dans une zone géographique qui n'est pas celle d'origine, et ça peut poser des questions. Donc, avoir cette visibilité globale, pouvoir appliquer une politique globale de conservation de ces données, de sécurisation, c'est le meilleur moyen effectivement justement de compenser l'hétérogénéité des systèmes sources, des applications, puisqu'on va retrouver effectivement de plus en plus d'applications en mode SaaS, mais il reste aussi beaucoup d'applications legacy, de grands acteurs de bases de données, etc., etc. Donc il faut être capable de gérer cette hétérogénéité.
Et donc parfois de se faire accompagner quand on est une DSI, parce qu'effectivement, on imagine que ça doit être un joli casse-tête. Plus la taille de l'entreprise grossit, finalement, plus le casse-tête doit être complexe. Alors oui, effectivement, mais ce casse-tête, il se produit vraiment si on fait les choses un petit peu à rebours. En réaction et non pas de manière et en partant des outils pour arriver à une politique. En fait, ce qu'il faut plutôt, et c'est tout l'intérêt d'un accompagnement aussi, c'est de se poser les questions et de poser d'abord les bases de quelle est la politique de protection de l'entreprise, définir, classer ces données, savoir lesquelles on souhaite conserver, comment. Et puis ensuite, on va le décliner, et ça va être beaucoup plus simple de le faire dans ce sens-là, en le déclinant par plateforme, par environnement, pour arriver à quelque chose qui soit gérable, justement, au niveau d'une entreprise. Les entreprises avec lesquelles vous échangez, elles sont réceptives du coup à cette, j'allais dire en fait à ces solutions, mais c'est même plus que ça. Est-ce qu'elles sont réceptives à cette démarche de manière proactive sur le sujet ? Ou est-ce qu'elles se disent, pardon, je vous coupe, mais est-ce qu'elles se disent, bon, bah, j'ai un état de mon entreprise à un instant T, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça fonctionne demain ? C'est très variable. Alors, il y a une catégorie d'entreprises à qui il est très facile de parler. C'est celles qui ont déjà été victimes d'une attaque ransomware. Bien sûr. Dans ces cas-là, le dialogue est instauré très rapidement et on arrive très vite à des solutions, puisque une entreprise a vécu, pour dire dans sa chair, vraiment les conséquences justement de ce type de perte de données. Des entreprises qui n'en sont pas encore passées par là, et on leur souhaite de passer au travers, même si le risque est fort. Ça peut être un petit peu compliqué de faire passer certains messages, notamment parce que dans ces entreprises, dans la majorité des entreprises, en fait, la gouvernance de la sécurité des données est un petit peu éclatée. On se retrouve avec les équipes sécurité qui, elles, sont en charge de la sécurité, on va dire, de l'entreprise d'un point de vue frontal plutôt, les antivirus, les firewalls, sécuriser les accès Internet, etc. Pour eux, tout ce qui va être justement sauvegarde, protection des données, c'est pas tellement leur sujet, c'est pas tellement leur domaine. Pour eux, c'est le sujet des équipes infrastructures qui font l'acquisition de matériel, des plateformes serveurs, stockage, pour lesquelles on met en place aussi une sauvegarde. Ça, c'est des équipes qui souvent sont contraintes par des budgets qui sont resserrés un petit peu plus tous les ans, et pour qui la problématique n'est pas celle de la sécurité face au ransomware, par exemple. D'autant plus quand on commence à utiliser des plateformes cloud, où là, on a cet a priori en disant « c'est dans le cloud, donc j'ai aucun problème, mes données sont protégées, quelqu'un d'autre s'en occupe pour moi ». Ce qui est évidemment pas... Ce qui n'est pas le beau réflexe à avoir, puisqu'on se rend compte trop tard, finalement, qu'il fallait peut-être mieux un petit peu s'en occuper. C'est, à mon sens, plutôt un problème de gouvernance, de mise en place d'une gouvernance de la sécurité de ces données au niveau des entreprises. À partir du moment où on a cette gouvernance, et souvent, c'est vrai que des entreprises de taille moyenne où les équipes informatiques sont plus réduites, c'est plus facile de mettre en place ce type de mécanisme et d'avoir cette discussion que des entreprises plus grandes dans lesquelles on travaille un petit peu en silo, les responsabilités sont un peu éclatées. Donc c'est toute la difficulté. Il nous reste quelques instants, en 1 minute, Stéphane Berthaud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les bonnes pratiques que vous conseillez aux gens qui sont avec nous virtuellement aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a une chose que tout le monde pouvait faire d'ici la fin de la semaine, ce serait déjà une grande avancée, c'est commencer à regarder ce qu'on a, faire un petit état des lieux de ces moyens de protection de données, de sa solution de sauvegarde, et s'assurer que la copie de sauvegarde de ces données a un mécanisme d'immutabilité. Ça, déjà, si ça pouvait être fait, ce serait un énorme pas en avant, parce que ça veut dire qu'on a une copie, une golden copy, quelque chose qui nous permette de repartir. Un exemple simple de ce qui peut se passer quand ce n'est pas le cas, une entreprise, une grosse ETI de la région nantaise, qui avait été victime d'un chiffrement ransomware, a passé une perte de 70 millions d'euros dans ses comptes l'année suivante, suite à cette attaque. Donc, c'est évidemment une perte conséquente. Et puis c'est un argument pour la direction générale, ça, quand même. Et la solution pour se protéger de ça, d'abord, elle existe, techniquement, les moyens sont là, et elle ne représente qu'une fraction infime de ces budgets et de ces sommes. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est ça, vérifier est-ce qu'on a au moins les moyens de repartir. Après, se pose la question de est-ce qu'on peut repartir rapidement. Et là, il y a des mécanismes, il y a des technologies. Est-ce qu'on s'appuie sur de la bande, qui est un moyen très traditionnel, très sécurisé. Les bandes ne vont pas être accessibles depuis Internet, donc là, on a une golden copy vraiment très facilement mise en place. Et puis, c'est quelque chose de maîtrisé depuis des décennies. Par contre, c'est très difficile à utiliser, à remettre en place. On a vu des centres hospitaliers qui avaient cette copie, justement, donc qui avaient ce secours, mais par contre, pour qui ça a pris des semaines et des semaines avant de remettre tous les systèmes en route. Et donc, en fonction de ce qu'on va décider, on va investir plus ou moins dans des technologies de stockage
plus ou moins rapide pour cette remise en service qui peut être, si on va jusqu'au bout de la démarche et si on va jusqu'au bout de ce ROI entre la perte qu'on pourrait connaître et puis l'investissement à faire pour s'en protéger, ça peut être des capacités de redémarrer en quasiment quelques minutes. En quasiment quelques minutes. On se quitte, Stéphane Berthaud, avec un dessin, avoir de la visibilité globale de ces données, les bons outils et solutions, une bonne gouvernance. Merci beaucoup Stéphane Berthaud de nous avoir expliqué tout ça. Je rappelle que vous êtes directeur technique France chez Veeam. Merci. Et merci à vous et on se retrouve tout de suite pour un nouveau workshop.